10h midi, Sud Radio Média, Christine Bouillot, Gilles Gansman. Bonjour à tous, bonjour à toutes. La dernière de la semaine. Bonjour Gilles. Bonjour Christine. Bon, ça de petite forme. Hein. Petite forme. Vous me donnerez pas le nom de votre médecin? Non, mais si, c'est le docteur Legrand. Bon, on l'embrasse. En tous les cas, on vous souhaite de retrouver une voix tonitruante pour lundi, pour le retour de Valérie. Pour le retour de Valérie Expert. Pour l'instant, on est ravis de recevoir José Dayan. Bonjour José, comment ça va? Ça va, merci de me recevoir. On est ravis, on est ravis de vous recevoir. Exactement, ce soir Capitaine Marlowe avec ce numéro, cet épisode L'Ami français sur France 2, 21h10, 10 ans du Capitaine Marlowe. Mais moi j'ai découvert, alors c'est mon petit côté sudiste, José Dayan, toulousaine de naissance. Oui, mais par accident, on va dire. Oui, mais c'est cette petite anecdote que je trouvais savoureuse. Parce qu'en fait, comme vous savez, mon père chantait au Capitole de Toulouse. Son mentor, c'était Pierre Nougaro. Le papa de Claude, chanteur du Capitole, un grand baryton d'opéra, enfin d'un chanteur lyrique. La mère de Pierre Nougaro, c'était maman Cécile. Puisque c'est pour ça que Claude a appelé sa fille Cécile. Et elle était sage-femme. Ah ouais. Et donc, c'est elle qui a accouché ma mère quand je suis né. Et votre papa chantait le jour de votre naissance, je crois. Il chantait Carmen. C'est pour ça que je m'appelle José. Voilà, Don José. Alors ça, c'est épouvantable parce que, honnêtement, je trouve que c'est le personnage le plus niais des opéras. Voilà. Je trouve ce personnage absolument stupide. Et vous n'avez jamais tourné dans votre ville natale? Mais non, mais j'aimerais bien, parce que c'est une très belle ville, voilà. Je ne peux pas dire le contraire, évidemment. Non, c'est magnifique. Écoutez, on fait un appel, si vous voulez venir. Appel d'offres à la mairie de Toulouse. Comment vous choisissez justement les endroits où vous tournez les Marlowe? Ça dépend des scénarios, vous voyez. Ça dépend aussi des disponibilités des régions, parce que il y a aussi normalement des aides de région. Quelquefois on n'en a pas, eh bien on tourne sans aide. Voilà. Et c'est fâcheux, on va dire. c'est moins facile. Et pour une ville, c'est une équipe de combien de personnes qu'elle doit accueillir? Je sais pas, on est une cinquantaine environ. Ah oui. Oui, mais et puis il n'y a pas que le fait d'être une cinquantaine, c'est qu'on est une cinquantaine pendant la préparation et pendant tout le tournage. Oui. Donc il y a évidemment beaucoup d'émulation, vous voyez. Et vous aimez être dans le même hôtel que vos techniciens? Tout le monde se mélange? Donc mes acteurs. Avec vos acteurs? Oui, moi je me mélange pas trop. Ah, voilà. D'accord. Non, mais parce que de toute façon, c'est pas une question de se mélanger ou pas. C'est-à-dire que les techniciens aiment beaucoup, par exemple, être dans des hôtels appart, avec des cuisines, etc., etc. Moi, quand je suis à l'hôtel, je vais mettre à l'hôtel, je n'ai pas envie qu'il y ait une cuisine, donc... Non, moi, j'ai besoin d'être avec mes acteurs. Mais au catering, vous mangez avec les techniciens ou les comédiens? Bien évidemment, oui, mais je mange très peu. Tout le monde, c'est vrai, sur un tournage? Très peu. José Dayan est notre invité ce matin pour parler donc de Capitaine Marlowe, cet épisode ce soir sur France 2, L'Ami français. On parlera aussi de cet épisode inédit qui a été diffusé la semaine dernière avec Émilie Dequesne, son dernier tournée. Cette sublime actrice qui nous a quittés. On peut voir sur France.tv, on peut voir tous les Marlowe sur France.tv. Et puis Paris Première a racheté aussi des Marlowe et ils font un carton d'audience grâce au Capitaine Marlowe. Allez, on y va pour le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Hier, juste un peu avant je ne sais pas si je vais aller jusqu'au bout, peu avant le direct, on apprenait la mort du journaliste Daniel Bilalian. Au même moment, chez Pascal Praud, la nouvelle tombait évidemment sur CNews. Ils avaient Gérard Rolls en plateau et il a réagi à ce décès. Et puis vous allez voir, il était au courant de sa mort. Il avait commencé, je crois, à l'Union de Reims. Et ensuite, il est entré à Antenne 2, au service politique. Et puis ensuite, il a présenté les journaux, 13h, 20h, le week-end. Il a lancé Star à la barre avec Catherine Barma. Et puis ensuite, je suis très touché. Oui. Parce que je l'ai appris hier soir, très tard. Et je l'avais eu au téléphone. Malheureusement, déjà, il y a 3 semaines, il ne pouvait plus porter son téléphone tellement il était en stade terminal. C'était un mec formidable, quoi. C'était un ami et un grand patron. Il était journaliste viscéral. C'est-à-dire qu'il continuait de lire toute la presse et de suivre la politique et de vous suivre le matin. Et en même temps, à un moment de sa vie, en 2005, on lui a dit tu vas devenir directeur des sports. C'était pas son truc. Il s'est transformé complètement et en grand patron, négociateur. Et pendant 11 ans, de 2005 à 2016, là, il a permis à France Télévisions de continuer à avoir tous les grands événements. C'est Daniel.
Joli hommage Oui, très beau. de Gérard Rolls. Grand professionnel, évidemment, Daniel Bilalian. C'est quelqu'un qui a Absolument. marqué la télévision, c'est sûr. Daniel Bilalian avait un point commun avec José Dayan, c'est-à-dire qu'il était cash et qu'il disait les choses quand il y avait à les dire. Comme dans cette archive du Figaro TV de 2018, vous vous rendez compte, 2018, vous avez écouté, il réagissait à la montée de Jean-Luc Mélenchon, ça l'énervait. Quand j'entends Jean-Luc Mélenchon, moi, depuis la campagne électorale, je trouve que c'est vraiment la dernière tournée d'une vedette, quoi. C'est Johnny Hallyday dans sa dernière tournée, il essaye de... Sans le public. Sans le public. il a un côté camelot, quoi. C'est les 3 stylos pour 100 francs. Quand vous rentrez chez vous, il n'y en a pas un qui écrit. Parce qu'il est en train de tromper des braves gens. Non, mais moi je ne trouve pas drôle, Mélenchon. C'est le dernier numéro, il devient vulgaire, il devient ordinaire. Et effectivement, il fait plaisir à des gens qui sont dans l'ennui, ça leur fait plaisir. Il y a un côté poujadiste, mais ce qui me choque, moi, c'est qu'il trompe des braves gens. Parce que les gens qui vont à ces meetings, ou les gens qui votent pour lui sont des braves gens. Et ça, je ne supporte pas qu'un homme politique intelligent trompe les gens. José Dayan, vous faites tourner des guests dans vos épisodes, des hommes ou des femmes politiques, vous les avez déjà fait tourner? Et non, pas du tout. Parce que moi, si je fais ce métier, c'est parce que j'aime par-dessus tout le rapport aux acteurs et aux actrices. Et les hommes politiques sont très mauvais acteurs. Hein. Ah oui. Ah oui. Quand on entend cette archive, on s'aperçoit effectivement que... Incroyable, mai 2018. Quel regard vous avez sur le monde politique actuel de la France? Je croyais que j'étais venu parler de Marlot. Ah oui, donc vous voulez pas en parler. Je viens vous parler du monde politique. Ce que je dis... Non, c'est parce que c'est l'exercice du zapping. À Corinne Maziero, mais qui est pas... Quand il y a une plaisanterie, il y a toujours quelque chose de vrai. Moi, je suis royaliste. Voilà. Ah, comme Thierry Ardisson. Mais bien évidemment. Ah non, pas comme Thierry Ardisson, parce que lui, il doit être vraiment royaliste pour qu'il y ait un roi. Moi, je suis royaliste de façon abstraite. Mais je trouve que c'était beau quand il y avait un roi. Voilà. Parce qu'il y avait il y avait bien sûr des assassinats. Il y avait tout ça. Mais à la fois... les fonds baptismaux, ils savaient qu'ils allaient avoir leur trône, sauf s'ils étaient assassinés par leurs frères ou leurs cousins. D'ailleurs, les frères de Louis XVI s'en sont pas privés. Mais il y a moins la course comme ça, parce qu'au départ, c'est donné, vous voyez. Et oui, je suis royaliste. Eh ben, écoutez. Mais hélas, Louis XVI est mort, donc on n'a plus droit. Je ne vois pas droit à l'horizon. Voilà. Et je le regrette. Alors, est-ce que vous avez déjà été à Cannes et est-ce que c'est votre truc, le Festival de Cannes? Mais moi, je trouve que le Festival de Cannes, c'est mon truc si j'ai quelque chose à y faire. Voilà. Si j'ai rien à y faire, ou alors c'est 15 jours de vacances et on va au cinéma 10 fois par jour et c'est super. Mais comme j'ai pas 15 jours de vacances au mois de mai parce que je suis en préparation... C'est à vous, recevez Anouchka Delon, la fille du samouraï. Elle a expliqué à quel point Alain Delon était ému de recevoir une palme d'honneur. C'était dans C'est à vous. C'est pas qu'il me refuse rien, mais en tout cas là, j'ai su trouver les mots pour le convaincre. C'était important qu'il reçoive cet hommage en étant là. Qu'est-ce qu'il vous a dit de ce moment vécu à Cannes? Et vous savez, il était très pudique et même jusqu'aux derniers instants avant de monter sur les marches, il n'avait pas envie d'y aller tellement il était sensible et humble. Il se sentait pas forcément à sa place ou enfin pensait que d'autres personnes devraient être à sa place et donc ça a été assez compliqué de le convaincre d'aller jusqu'au bout. Et non, il était très ému parce qu'il avait le sentiment d'offrir un cadeau au public avec cette palme aussi. Vous auriez aimé tourner avec Alain Delon? Mais bien sûr, c'était un acteur magnifique. Et au-delà de sa qualité d'acteur, il avait quelque chose que peu de gens ont, c'est cette relation absolument magique à la caméra. C'est ce qui fait grands acteurs. Laura. Non, c'est pas Laura, c'est Orson Welles qui disait la caméra tombe amoureuse. Voilà. Et elle tombe amoureuse ou elle tombe pas amoureuse. Vous pouvez avoir un acteur exceptionnel, la caméra tombe pas amoureuse, c'est fini. Ah oui. Et vous avez un acteur, et puis d'un seul coup, il y a un rapport à l'image qui s'établit, et c'est fou. Et Delon, c'était exactement ça, quoi. C'est magique, bien sûr.
À Cannes, il y a donc ces tapis rouges, ces paillettes, ces stars, ces photographes et la télé du monde entier. Ils sont heureux, ils sont au spectacle, mais voilà, pour certains Cannois, ce cirque de Cannes n'est pas du tout de leur goût. Vous allez voir... c'est la séquence ronchon. Ouais, les grincheux quotidiens, rencontrer les grincheux de Cannes. Et c'était évidemment avec l'humour de quotidien, c'était plutôt drôle. J'aime pas le festival de Cannes. Nous, on a une seule hâte, c'est que tout le monde se casse. Cannes, c'est les stars, les paillettes, le cinéma, mais en vrai, c'est aussi des gens qui n'en ont rien à faire de Tom Cruise. Je m'en fous complètement. Là, il y a Tom Cruise qui arrive, vous lui dites dégagez. Que dalle. Moi, ça m'intéresse pas du tout. Alors, il y a des stars? Non, pas pour l'instant. Ah non? Nous, on est les stars de Cannes, nous, regardez. J'aime bien les stars, mais on les voit pas. Ah ben non, avant on voyait les artistes, on voyait des tas de choses. Là, on voit plus rien, peanuts. J'aime pas le festival de Cannes. Chaudement. Il n'y a pas de place pour stationner. C'est deux. À pied, c'est mieux? Franchement, à Cannes, il y a plein de choses. On a eu plein de photographes qui nous ont pris en photo. Vous? Ils nous ont demandé. Mais non. Je vous assure, parce qu'on était tellement bien assortis. C'était les grincheux de Cannes, version quotidienne. Oui, voilà. Il n'y a pas de place pour stationner 17 habitantes de Cannes. Et ben à Paris, on n'a pas le festival de Cannes et on peut pas stationner non plus. Hein. Je vous le dis tout de suite. Je préférais finalement qu'on ait le festival à Paris. Comme ça, il y aurait moins de raisons de ne pas pouvoir stationner. Tout à fait. C'est la nouvelle coqueluche de la musique, Charlotte Cardin, la québécoise, qui a été révélée en 2013 dans La Voix. Oui. C'est la version québécoise de The Voice. Elle en finit pas de cartonner. Elle était sur également le plateau de C'est à vous. Elle était à Cannes et elle a chanté en live. C'est très beau. Moi, perso, j'aime beaucoup. Voilà, Charlotte Cardin. Charlotte Cardin, qui est assez incroyable. Tout à fait. Je suis vraiment assez malade, donc je vais vous laisser entre filles. Je voulais vous remercier pour cette semaine. Allez vous reposer. J'ai eu un vrai plaisir à travailler avec vous, Christine, comme chaque semaine, et je suis ravi de retrouver Valérie lundi. Peut-être, parce que vous serez peut-être encore malade lundi. Oui, peut-être. J'espère que vous m'en voulez pas, José, de vous laisser en face à face. Vous voir malade. Voilà. Et je suis assez rassuré parce qu'on est à bonne distance. Voilà, vous inquiétez pas, je vous contaminerai pas. Moi, je lui ai fait la leçon. Je dis, quand on est malade, on reste à la maison. Voilà. On y retourne. C'est très courageux en tout cas d'être venu. Reposez-vous, merci Gilles beaucoup. Soignez-vous bien. Voilà, et dans un instant, on va continuer avec José Dayan pour Capitaine Marlowe. Cet épisode ce soir, l'ami français. On va parler beaucoup d'autres choses. Merci à vous dans un instant. José Dayan, l'invité média sur Sud Radio. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média. Christine Bouillot, Gilles Gansman. Sud Radio Média, l'invité du jour. Alors ce soir, donc Capitaine Marlowe, un nouvel épisode sur France 2, l'ami français, mais réalisé par vous, José Dayan. Je voulais revenir avec vous sur l'épisode qui a été diffusé la semaine dernière, cet inédit avec Émilie Dequesne. Oui. Je parle de ça parce que le Festival de Cannes lui a rendu hommage. Et bien sûr, c'est là qu'elle a eu aussi... qu'elle a été révélée. Évidemment, et puis elle était si jeune, elle était magnifique dans Rosetta. C'est une actrice magnifique. Ouais. Et une personne magnifique aussi. Comment elle s'est retrouvée à tourner cet épisode avec vous? Eh bien, on s'était rencontrés quelques années plus tôt au Festival d'Angers. Je crois qu'on était dans le même jury. On avait sympathisé, voilà. Et puis, moi, j'étais en train de préparer le casting de cet épisode. Et mon casting m'appelle, Nicolas Ronqui, et me dit, écoutez, il y a Émilie Dequesne qui est en rémission. J'ai écouté, c'est formidable. Et elle a appelé son agent c'est Daniel Guin. Elle a appelé Daniel Guin et elle lui a dit qu'elle aimerait beaucoup faire un Marlowe. Alors, je lui ai dit, on va se rencontrer. Donc on s'est rencontrés le lendemain. Et puis on a décidé de faire ce film ensemble. Oui, et d'une certaine manière, je suis heureuse d'avoir eu la chance de lui proposer cette parenthèse, parce que je sais que pendant le tournage, elle a été heureuse, elle revivait, si vous voulez, quand on a passé un an et demi aussi horrible que ce qu'elle avait vécu. Ce tournage, c'était une embellie pour elle. Et puis, hélas, un mois après, la maladie
Elle a fait est revenue. Est revenue. Ouais. Elle a tourné en famille en plus. Oui, parce que moi j'avais fait déjà il y a quelques années un Marlowe qui se passait en Corse et j'avais engagé Michel Ferracci qui est son mari, qui est un acteur. Et puis là, quand on s'est retrouvés, elle et moi, pour discuter de ce projet, elle est venue déjeuner avec Michel et je me suis dit que c'était bien de proposer un personnage à Michel, comme ça elle se sentirait aussi avec un peu de chaleur humaine. Et puis elle m'a expliqué qu'elle avait une fille qui a 20 ans, je crois, 18 ou 20 ans, et qui faisait des stages de maquillage. Et j'ai donc prise aussi sur le film. Et comme ça, précisément, à la cantine Catherine, dont on parlait tout à l'heure, eh bien, elle avait Michel les jours où il tournait, puis elle avait sa fille tous les jours, et puis nous, quoi. Ouais. Donc c'était... Vous vous rendez compte de ce que vous lui avez offert ? Oui, mais c'est normal. À elle, comme à sa fille et son mari. Oui, mais c'est normal, d'abord, parce que c'est une actrice magnifique, elle avait un courage incroyable, inouï, et moi j'étais heureuse de pouvoir être là à ce moment-là dans sa vie, voilà. Elle avait les cheveux courts, donc effectivement, et elle revendiquait effectivement. Alors elle avait les cheveux courts, elle m'a dit est-ce que tu veux que j'ai une perruque? Et je lui ai dit non, c'est très bien, ça te va très bien. Et elle était très heureuse de ne pas avoir de perruque et d'afficher évidemment son courage. Voilà. Vos personnages dans Capitaine Marlowe, bien évidemment, c'est Corinne Massiero, c'est cette actrice qui incarne aujourd'hui depuis 10 ans. Oui. 10 ans. Oui. Vous réalisez? Voilà. 10 ans de votre vie, 10 ans de Capitaine Marlowe, de ce rendez-vous régulier avec les Français, ce personnage, et vous avez raconté chez nos confrères de C'est à vous, je crois, toute cette semaine, c'est comment Corinne Massiero s'est retrouvée à incarner ce Capitaine Marlowe. Eh bien, parce que moi j'avais tourné avec Corinne Massiero dans Les Vargas, où elle faisait Violette Rottencourt. J'avais trouvé que c'était vraiment une personnalité intéressante, mais à la fois dans Vargas, elle était vraiment le personnage. Il n'y avait pas du tout d'improvisation ni rien. Et à la suite d'ailleurs de son personnage dans Vargas, sa carrière s'est ouverte. Elle a fait film avec Audiard, elle a fait ce fameux film où elle était nommée au César, ouais. dont j'ai oublié le titre, mais où elle dormait dans une voiture, enfin genre SDF, enfin bon bref. Et on s'est retrouvés dans un film que je faisais avec Fanny Ardant, qui s'appelait La famille Lanzac, et elle est venue comme ça pour une participation. Et à ce moment-là, je préparais une mini-série avec Nicole Garcia et Muriel Robin, qui était en Bretagne. Et c'était Elsa Marpeau qui écrivait le scénario. Et je lui ai dit, je voudrais retrouver Corinne Massiero, je voudrais que vous écriviez une gendarme pour mener l'enquête, parce que forcément c'est un policier, donc il y avait un meurtre. Et Elsa Marpeau me dit, mais je sais pas qui c'est. Donc j'ai un peu expliqué qui était Corinne Massiero. Elle a écrit ce personnage. Elle a eu la bonne idée de l'appeler Marlowe, en clin d'œil évidemment à Philippe Marlowe. Et voilà. Et puis on a fait cette mini-série qui s'appelait Entre vent et marée. Et elle avait un rôle de gendarme qui menait une enquête. Mais à la fois, c'était pas du tout le personnage principal, puisqu'encore une fois, c'était Nicole Garcia et Muriel Robin. Et quand le film est sorti, bon, moi, il se fait que je suis un peu médiatique parce que les gens me reconnaissent dans la rue et j'étais arrêté comme jamais, par des gens que je ne connaissais pas et qui me disaient « c'est qui cette gendarme ?» Alors, quand même, ça m'a interpellé parce que je ne connaissais pas son nom, mais elle avait quelque chose qui les avait marqués. Et pas qu'une personne, enfin, ça a été comme ça, crescendo. Alors, je me suis dit, si on pouvait faire une série avec elle, ce serait très bien, mais connaissant son caractère, j'ai appelé, je lui ai dit, est-ce que Corinne, ça vous irait? Non, mais on sait jamais. Ouais. D'être l'héroïne d'une série, elle me dit, c'est top. Avec vous, je viens. Super. Ça, c'était bien. Mais alors maintenant, il fallait que la série existe. Donc, c'est pas parce que elle veut faire une série et que je vais en faire une qu'on l'a fait. Donc, je suis allé voir Anne Holmes et je lui ai dit, voilà, Anne, je pense que ce serait génial de faire une série Capitaine Marlowe. Et elle me dit, oui, enfin, c'était assez inattendu, ma proposition. Et elle a senti qu'il y avait quelque chose, elle aussi, elle avait un instinct. Et je lui ai dit, écoutez, de toute façon, au départ, parce que c'est vrai qu'elle est clivante, le principe, l'ADN, ça va être une star face à elle. Et Anne été très courageuse. Elle m'a dit, Banco, on y va.
Voilà. Et je tiens à le dire, avec tout ce qui se passe en ce moment, que le premier guest de Marlowe, avec beaucoup d'élégance et avec beaucoup de générosité, ça a été Gérard Depardieu. Ouais, c'est lui qui Voilà. qui était face au capitaine Marlowe. Oui. Qu'est-ce qui fait que un personnage récurrent, outre le talent de l'actrice, etc., fonctionne pendant plus de 10 ans, presque 10 ans maintenant? Eh bien, parce que je crois que précisément, ce que certains lui reprochent, c'est d'être clivante. Et moi, j'ai toujours dit qu'on ne pouvait pas plaire à son père et à sa mère. Il faut être... Quand vous dites ça, ça veut dire qu'il y a des téléspectateurs qui écrivent, qui écrivent ou qui disent ou qui viennent, ou qui vous interpellent aujourd'hui en disant... Non, moi, ils ne m'interpellent pas du tout, parce que je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Et non, moi non. Mais... Enfin, je sais, le Vox Populi, je sais qu'il y a des gens qui l'adorent et des gens qui sont un peu réticents. Et c'est normal, elle est particulière. Donc, mais moi, elle n'est pas comme ça dans la vraie vie non plus. Presque. Presque. Oui, presque. Et c'est sa qualité première. Elle a cette personnalité, d'abord c'est une très très bonne actrice, mais elle a cette personnalité, elle a cette inventivité sans cesse renouvelée, elle a le don des dialogues, car ce qui est dialogue, c'est elle qui les aménage dans une espèce de sorte d'improvisation, mais d'improvisation vraiment pensée. Elle joue aussi les personnages un peu analphabètes, genre Colombo, et en réalité elle est d'une grande culture, donc il y a toujours dans ses interventions et dans ses improvisations un rapport à l'acteur ou à l'actrice qui est face à elle. Et ça, c'est formidable. Et grâce au fait, je pense que ça marche aussi, grâce au fait, je veux dire un peu, en toute modestie, que c'est bien filmé, que les décors ont du charme. Oui, sinon ça ne marcherait pas. Enfin, en tous les cas, le téléspectateur, vous le prenez... Et que surtout, le principe de base... Je continue de l'appliquer, et qu'elle a eu la chance d'avoir face à elle Isabelle Adjani, Sandrine Bonner, Jeanne Balibar, enfin bon, ça veut dire que, et dernièrement une nouvelle génération comme Nine Doursault, ça veut dire que Marlowe, c'est pas Marlowe seul, c'est un ensemble. Ouais. Et les acteurs qui en face sont pas des acteurs qu'on voit tous les quarts d'heure non plus. Et ils acceptent de dire « je fais un Marlowe ». Ah mais ils sont très contents. Ça les amuse beaucoup. C'est très amusant pour eux. Voilà. C'est même déstabilisant. Moi, je me souviens, le Marlowe que j'ai fait avec un acteur que j'adore, qui est Yvan Attal. Yvan Attal, dès le premier jeu, m'a dit mais comment on va faire? J'ai dit, mais tu vas voir. Et 3 jours après, il était fou de bonheur. Ouais, c'est ça. On va continuer de parler avec vous dans un instant, José Dayan, de ce capitaine Marlowe, mais aussi d'autres choses, de la télévision, de comment vous tournez également, cette longévité qui fait qu'aujourd'hui, Marlowe, ça devient une référence. Comment vous êtes arrivé aussi derrière une caméra, ça m'intéresse, pour voir un peu tout ça. On est obligé de marquer une petite pause et on se retrouve juste après pour le supplément média. Tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Christine Bouillot. Sud Radio, le supplément média. Alors ce soir, donc, un nouvel épisode du capitaine Marlowe, l'ami français, réalisé par notre invité José Dayan. On expliquait la naissance du capitaine Marlowe, oui, de comment tout ça, mais comment vous, José Dayan, petite fille, vous avez eu l'idée un jour de vous dire « je vais être réalisatrice ». Je vais vous dire, je suis réalisatrice dans l'âme et donc absolument obsessionnelle. Et en général, quand j'ai une idée, voilà, elle m'habite. Et je crois que j'avais 5-6 ans, j'ai décidé de faire des films. À cet âge-là? Ah oui. Ah oui, quand même. Ah oui, oui. Donc voilà. Donc les parents pouvaient dire ce qu'ils voulaient? Mais les parents m'ont pas dit grand-chose. En fait, mon père était lui-même chanteur d'opéra. Il avait dirigé la télévision à Alger. Il était metteur en scène. Ah oui, donc il y avait déjà voilà, ma mère était pharmacien. Et mes parents m'ont simplement dit, il faut que tu passes ton bac d'abord. Voilà. Et ben c'est ce que j'ai fait. Et puis voilà. Ouais, passe ton bac d'abord. Ouais. C'est ce qu'on dit tous à nos enfants, même si parfois il y a des sorties de route. Il y a des sorties de route pour les uns et pour les autres. Et quand vous tournez, paraît-il, vite, disent des professionnels. Qu'est-ce que ça veut dire vite? Ça veut dire vite. Ça veut dire que là où un téléfilm, par exemple, est tourné en 22 jours, le mien est tourné en 15 jours. C'est une bonne opération commerciale, enfin, non, pas du tout. C'est pas pour des questions économiques. C'est pas du tout une bonne opération commerciale. C'est même... Dans ma société, Passion Film, on a moins de bénéfices que beaucoup d'autres sociétés. Pourquoi? Parce que
Je tourne vite, c'est vrai, parce que j'aime tourner vite, parce que je pense qu'il y a une énergie qui est liée à la rapidité, mais surtout, comme les budgets sont toujours les mêmes, que vous tourniez en 15 jours ou en 22 jours, grosso modo, le budget est le même. Alors, comme moi, j'ai le désir d'avoir dans mes films, dans n'importe personnage, même annexe, des acteurs importants, moi j'ai des budgets de films beaucoup plus chers que les films de télévision habituels où il y a un guest. Moi, vous voyez, par exemple, dans le film qui va passer ce soir, il y a Christopher Bayani, mais il y a Eric Caravaca, il y a Jérôme Kircher, il y a Irène Jacob, il y a Bernie Bonvoisin, il y a Jonathan Lambert. Jonathan Lambert, oui. Il y a Ina Morcha. Vous voyez, donc on a un casting dément. Ça veut dire que je peux m'offrir ce type de casting, ce type de décor, toujours assez sophistiqué aussi, et une équipe technique incroyablement douée, en particulier ma directrice photo, Kika Ungaro, parce que en 15 jours, mon budget reste le même grâce aux 15 jours. Si je tournais avec le même casting en 22 jours, j'exploserais mon budget. Peut-être aussi une question de disponibilité de ces guests également dans leur agenda. Non, pas du tout. Non. Et puis en plus, je vous dis, moi, parce que quand José Dayan appelle, en général, tout le monde dit oui. Ben, pas tout le monde, mais beaucoup de gens, oui. Ouais. Il y en a qui vous ont dit non? Mais ça arrive, oui, d'abord parce que ils sont pas disponibles, peut-être qu'ils n'ont pas envie de rentrer dans ce type de projet, je ne sais pas, peut-être qu'ils n'ont pas envie de tourner avec moi. Enfin, j'ai beaucoup de réponses positives. Mais vous voyez, par exemple, pour vous expliquer que je suis obsessionnel, quand j'ai fait Monte Cristo, avec Gérard Depardieu, je voulais que ce soit Fanny Ardant qui fasse Mercedes, elle a refusé. Et quand j'ai fait tout de suite après Balzac, je suis allé la revoir et je voulais qu'elle fasse Madame Anska, et elle l'a fait. Vous voyez, il ne faut pas perdre ses désirs. Ouais. On peut refuser une fois et accepter la fois d'après. Puisque vous parlez de Monte Cristo, qu'est-ce que vous avez pensé du Monte Cristo de l'an dernier? Eh ben, écoutez, j'ai rien pensé. J'ai pensé que j'étais très contente que Monte Cristo, encore une fois, continue de faire 10 millions d'entrées, ce qui est énorme au cinéma aujourd'hui, bien que moi j'ai fait 20 millions à la télévision, et bon, très bien. Voilà, ça c'est dit. Non, mais c'est vrai, mais c'est pas aussi c'était à une autre époque. Hein. Oui. Aujourd'hui, on ferait pas 20 millions. Mais comment vous avez trouvé la mise en scène? Et je ne l'ai pas trouvé parce que je ne l'ai pas vu. Mais non. Mais oui. Vous n'avez pas eu la curiosité? Mais pas du tout. Ah, d'accord. Voilà. Et vous allez au cinéma ou vous préférez la télévision? Je vais au cinéma, et précisément, comme je connais l'histoire de Monte Cristo, j'ai envie d'aller voir d'autres films. Ah, d'accord. Voilà. ça c'est. Quels sont vos projets, José Dayan, en télévision? Je n'en parle pas. Jamais? Ah non, j'en parle. La dernière fois que j'ai parlé d'un projet, on me l'a piqué, donc j'en parle pas. D'accord, ça c'est dit, ça c'est fait. Vos projets, mais aussi... mon projet, là, voilà, dans 10 jours, je commence un pilote au France Télévisions, ça je peux vous en parler, parce qu'à moins qu'un ovni qui vienne me piquer mon projet, je crois que là, pour l'instant, il est bien ancré. Mais une nouvelle série un pilote pour une nouvelle série, dont le héros va être David Hallyday. Ah, voilà. Très bien. Ça c'est une... Que je produis et que je réalise. D'accord. David Hallyday, acteur. Oui, il a déjà tourné avec moi justement dans un Marlowe. Voilà. Et donc, du coup, le feeling est passé. Du coup, on a eu envie de faire quelque chose ensemble. Un policier? Pas vraiment. Pas vraiment. Plus histoire complexe. d'amour, je cherche. Hein. Non, c'est pas... plus complexe. Non, mais il y a des enquêtes. Je veux dire, il y a quand même... Mais il a le rôle principal. Ah oui, bien sûr, c'est autour de lui. Voilà. Qu'est-ce qui vous fascine? Il y a un très beau casting. Il y a Loubna Azabal, il y a Ben Attal, qui est un acteur que j'aime beaucoup, qui est le fils donc de Charlotte Gainsbourg et d'Ivan Attal, et qui était le héros de l'avant-dernier film d'Ivan, qui est vraiment un jeune acteur brillantissime. Voilà, oui. Donc vous avez vous êtes toujours en ébullition, comme on dit. Comment vous regardez, puisqu'on est dans l'émission Média, comment vous regardez la télé d'aujourd'hui, les chaînes d'infos continues? Qu'est-ce que vous faites de cette télévision que vous avez chez vous, ou pas d'ailleurs, hein, je fais pas grand-chose, parce que en général, moi, dans la journée, je travaille. Et le soir, j'ai des dîners avec des amis. Donc très peu. Je regarde des films à la télévision. Je regarde des séries. À partir de minuit, si vous voulez. Voilà. Mais en ce moment, quand même, il se passe tellement de choses que il m'arrive de regarder les chaînes d'infos continues. Oui. Ouais, c'est ça. Quand même un peu pour voir ce qui se passe. Parce que pour voir si demain, une bombe nucléaire va nous faire quitter ce monde. Oui. Il m'arrive de le regarder. Et donc de mal dormir. Mais pas du tout. Ah non. Ah non, moi je suis fataliste.
On n'y peut rien. Hein. Bon, donc voilà. Parce que tout ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe du côté des États-Unis, de l'Ukraine, tout ça, de Gaza, tout ça, vous dites, c'est épouvantable. On va pas vers le meilleur. Mais non, c'est horrible. C'est horrible. Ouais. Mais bon. Alors, quelquefois, je regarde quand même les chaînes d'infos continues, vous voyez, alors que ça ne m'arrivait pas avant. Oui, c'est vrai qu'on est dans l'émission Média et vous parlez de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. On demande souvent aux gens des médias, aux gens de la télévision, aux acteurs, à ce monde-là, ce qu'ils pensent des engagements qu'ils ont ou pas. Est-ce que c'est important selon vous? Finalement, c'est plutôt le citoyen lambda qui doit aussi saisir ces sujets. Moi, je pense que c'est tout le monde. Ouais. Bien évidemment. Tout le monde doit... Mais à la fois... De ce point de vue-là, moi, je suis assez pessimiste, hein, parce que je n'ai pas la fibre pour me dire que je vais changer le monde. Hélas. Hélas. On est nombreux. Encore une fois, Louis XIV, peut-être. Vous voyez, je reviens à mon roi. Voilà, oui. José Dayan, si vous n'étiez pas là au début, qui nous disait qu'elle était royaliste. Abstraite. Sur votre métier, sur votre travail, c'est essentiellement sur le service public. C'est un choix. Mais c'est très très bien. Et c'est différent. Je vais vous dire pourquoi. Parce que d'abord, il y a une chose, moi, qui m'horripile, mais alors, au-delà de tout, c'est quand un film est interrompu 4 fois par la pub. Bah oui. Bon, alors ça, on n'a pas ça du tout sur France Télévisions. Et c'est très agréable. Et à la fois, on a quand même... moi, je regarde quelquefois des TF1 ou d'autres chaînes, et j'ai l'impression qu'il y a, comment dire, une espèce de ton qui appartient à chaque chaîne, ce qui me semble normal, et de lumière, de prise de direction artistique, je dirais. Vous avez plus de liberté, en fait. Non, je veux dire, sur une chaîne comme TF1, on voit vraiment qu'il y a une lumière, etc. Il y a vraiment une direction artistique, je dirais, de la chaîne. Globale. Qui, moi, personnellement, ne me convient pas, parce que je pense que quand on fait un film, on doit avoir la liberté de le faire. Ça marche pas, tant pis. Et si ça marche pas, ce sera ma faute. Et j'en aurai les conséquences. Mais je trouve qu'on doit être libre. Et on ne doit pas vous dire faut tel type de lumière, tel type de musique, etc. Qui, hélas, enfin moi, quand je vois certaines émissions, plutôt pas émissions, mais certaines fictions sur TF1 me semblent quand même assez raccord les unes avec les autres. Voilà, et en plus de ça, bon, le service public... Je pense que j'ai beaucoup plus d'indépendance artistique sur une chaîne... Parce que beaucoup attaquent le service public en disant il faut faire des économies, il y a le projet de rapprochement de l'audiovisuel public, donc de faire une grosse machine un peu à l'ORTF, hein, c'est ce que disent les détracteurs aussi, avec aussi une question du financement qui est remise en question via ce projet de loi. C'est des choses qui... Le monde de la culture, le monde de la création... moi, je pense qu'on a quand même beaucoup plus de liberté, de créativité et de culture sur France Télévisions qu'ailleurs. Ouais. Ou alors on va parler d'Arte. Arte, c'est magnifique, mais c'est très particulier. C'est vraiment des films très intimistes. Enfin, je veux dire... Et vous regardez sur les plateformes, parce que par exemple... les plateformes, ouais. Et ça, c'est une avancée pour le téléspectateur, pour la création, pour vous. Mais oui, bien sûr, il y a des projets magnifiques. Pas tous, mais il y a vraiment des projets magnifiques, oui. Et d'ailleurs, je signale donc le numéro avec Émilie Dequesne, si vous l'avez pas vu, qui a été diffusé de Capitaine Marlowe avec Émilie Dequesne, est accessible comme tous les Marlowe sur la plateforme francetv.fr, si je me trompe pas, parce qu'entre les coms France.tv, merci beaucoup John. Et ce numéro de Capitaine Marlowe, ce soir donc aussi à voir avec l'ami français, ce nouvel épisode de Capitaine Marlowe, réalisé par vous José Dayan. Merci beaucoup d'être passé. Merci la Toulousaine. Merci de m'avoir invité. De rien, merci beaucoup. Bon retour à Toulouse. Oui, alors. Mais bien retour, et puis on va faire en sorte que vous veniez tourner dans la Ville Rose. Un bon épisode de Capitaine Marlowe, merci infiniment. Merci à vous. Dans un instant, on va tenter de se mettre d'accord avec les 4 débatteurs du jour. On va parler politique, José Dayan. Il faut que je m'en aille alors. Alors voilà, c'est pas pour vous, parce que vous voulez pas. On va parler de la présidence des Républicains, entre autres. Dans un instant, la colère agricole aussi. Et puis depuis la loi Fessé, paraît-il, que les
Ça n'a pas changé grand-chose en fait. Les gestes des parents continuent d'être un peu sévères avec leurs enfants. C'est le résultat d'une enquête assez édifiante. Allez, à tout de suite. C'est-à-dire attendez, les fessées sur les enfants. Il y a une loi qui interdit la fessée. Mais depuis cette loi, les choses n'ont pas vraiment changé. Expliquez-moi un truc. Est-ce que la loi interdit la fessée sur les chats? Parce que moi j'ai des chats, faudrait que je sache si je suis sur la loi ou pas. La maltraitance animale, je ne sais pas si ça va. J'ai pas lu le texte en entier. En tout cas, moi, je ne maltraite pas mal mes chats. Voilà. Ça c'est dit. Merci José d'ailleurs. Merci beaucoup. Dans un instant, mettez-vous d'accord sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.